Vincent, 1, 2, 1, 2. Allez, allez, allez. 1, 2, 1, 2. Salut à tous, on est à l'hôtel Royal Monceau à Paris avec le vice-champion olympique Vincent Poirier, joueur de l'équipe de France. Comment ça va, Vincent? Ça va très bien et toi? Ça va, en forme. À 17 ans, si on t'avait dit un jour tu allais jouer les Jeux olympiques, jouer une Coupe du Monde, jouer pour l'équipe de France, tu aurais cru ou pas? J'aurais dit, en foot. Non, mais c'est sûr que ça fait un beau chemin avec quelqu'un qui a commencé tard le basket. Euh, voilà, après, c'est une bonne leçon de vie. Et voilà, il faut toujours savoir d'où tu viens et tout ce que tu as fait pour en arriver là. Et c'est vrai que aujourd'hui, même quand je prends du recul, je réalise pas vraiment, mais je pense qu'à la fin de ma carrière, ça comptera. Je disais 17 ans parce que c'est, je crois, à cet âge-là que tu as commencé le basket. Tu dis même dans des interviews, à cette époque-là, j'étais zéro. Tu étais vraiment cata au début? J'avais quasiment jamais mis une balle dans un panier. Les balles de basket, tu les voyais en EPS de temps en temps, mais on va pas débattre là-dessus. Pourquoi tu fais la transition foot-basket du coup? Je la fais parce que le foot, ça s'était pas forcément passé comme je voulais, voilà. Et puis j'étais un peu lassé. Et bon, je commençais à être un peu grand aussi. Mhm. Et quand je suis arrivé au lycée, j'avais beaucoup de potes qui faisaient du basket, du coup, donc on s'est orienté. Ça s'est fait naturellement, un peu, j'ai changé un peu du jour au lendemain en me disant, voilà, maintenant, on va essayer le basket, hein. Et tu commences à Bussy-Saint-Georges, si je ne me trompe pas. Comment tu atterris au centre de formation du Paris-Levallois? En fait, avec Bussy, on joue en région. Ouais. On joue là-bas et en fait, le coach espoir descend voir le match dans la petite salle de Levallois. Et, il me voit moi, donc après il se renseigne, etc. Et derrière, pendant les vacances de avril, quelque chose comme ça, je m'entraîne avec eux. Je vais faire une détection, comme ils appellent ça. Ok. Donc je m'entraîne avec eux et il me dit reviens tous les lundis. Et voilà, donc tous les lundis j'y vais et je me fais dunker dessus le lundi et je reviens tous les lundis. Et à la fin de ça, il me propose un contrat espoir de 3 ans. Tu vois. Sur 100 personnes, il y en a un, deux qui y arrivent. Qu'est-ce que tu avais de plus, toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait la diff? Déjà, j'étais grand, donc ça avait un avantage certain. Mhm. Mais le problème, c'est que... Enfin, pas le problème, mais je pense que j'étais assez déterminé dans ce que je voulais faire. Et à cette période-là, ma première année, j'ai perdu mon père. Et je pense que ça a fait que derrière, Un déclic? quoi qu'il arrivait, j'allais tout faire pour passer pro. Tu vois. Ok. Parce qu'il a toujours été là, etc. Donc c'était une manière de lui rendre hommage aussi en passant pro et en faisant tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Après le Paris-Levallois, tu files en Espagne. C'est là un peu que tu exploses. À Baskonia, tu fais 2 saisons. Tu finis meilleur rebondeur de l'Euroleague. Tu finis même dans le deuxième 5 de l'Euroleague. C'est là où tu prends vraiment conscience que tu es fait pour ça et que tu peux cartonner en Europe. Alors déjà, j'aurais dû être dans le premier, mais je me suis fait carotte. Mais bon, on va rien dire. Non, mais ouais, mais j'ai eu deux très bonnes saisons. Ça avait commencé un peu difficile la première année, mais c'est vrai que derrière, j'ai su m'adapter et devenir dominant. Et c'est vrai qu'à la fin de la deuxième année, on est dur. Je suis vraiment sur une grosse lancée, l'équipe va bien et voilà, on faisait vraiment une des bonnes choses. Quand tu pars de Levallois, c'est quoi tes objectifs? Tu te dis, allez, on tente l'expérience Espagne. Tu te dis, je veux vraiment jouer l'Euroleague et je veux cartonner et devenir un joueur majeur. Non, parce que déjà, moi, tu sais, quand je signe pro, pour moi, les grosses équipes, c'est Strasbourg, Lasvel, Chalon, tu vois. Donc Ouais. je me dis, en sortant de Levallois, j'ai fait une bonne saison, je vais signer à Strasbourg, ou tu vois, qui joue les top 1. Et j'avais dit à mon agent, de toute façon, moi, je veux une compétition européenne, et je pensais que ça allait être l'Eurocup, tu vois. Et dernier moment, Vitoria appelle, oui, on le veut, machin, 3 ans, je crois, il m'offre, ouais. Mhm. Donc on a dit, vas-y, go. Sur ta deuxième saison, tu te fais vraiment remarquer. C'est à quel moment que ça commence les sollicitations de la NBA? Déjà, j'avais fait les Summer League. Ouais. La première année à Baskonia, il y avait des scouts qui venaient, etc. Et du coup, la deuxième année, pareil, je vois beaucoup de scouts. En milieu de saison, il y a Boston qui voulait déjà me rapatrier pour les playoffs. Et voilà, et puis à la fin de l'année, tu le sais, quoi, ton agent il t'en parle, etc. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose dans NBA, donc tu attends la free agency et tu attends de voir ce qui se passe, qu'est-ce que tu as, etc. Et au final, tu signes à Boston, tu t'engages là-bas, tu pars avec ta femme dans un beau building, dans une grande ville. Tout est plus beau, tout est plus grand. C'est comment alors les États-Unis?
Ouais, bah après Boston, c'est une grosse ville aussi, hein. Mm. C'est New York en plus petit, avec des grandes tours comme ça. Mais voilà, on a voulu vivre l'expérience américaine à fond, donc c'est vrai qu'on s'est pris un joli appartement en centre-ville. Et puis l'avantage, c'est que j'étais à 5 minutes de la Mhm. salle de match et j'étais à 20 minutes de la salle d'entraînement aussi, donc c'était un point stratégique. C'est quoi Donc ton voilà. plus beau souvenir à Boston? Je pense que toute l'année, hein, vraiment l'année, j'ai kiffé. Ouais. Avant que le Covid débarque, avec les gars, ça se passait bien. On avait une bonne équipe, une bonne entente, et il y avait vraiment une good vibe. T'as Mais fait des soirées avec Jalen Brown qui était dans ton building ou pas? ouais, ouais, Ouais. lui, il avait pris l'appart, mais c'était juste pour tu sais, quand on venait tard, au moins il était à côté, etc. Mais il avait une maison en dehors. Une bonne année en tout cas à Boston, ça c'est clair. Mais est-ce qu'avec du recul, tu te dis c'était la bonne équipe pour faire tes débuts en NBA? Avec du recul, bah, tu peux pas vraiment savoir parce que avant ça, ils n'avaient pas fait une année extraordinaire. Donc tu te dis, bon, ils vont essayer de reconstruire un peu. Tu te dis, bon, je vais y aller. Mais derrière, ils font une grosse année. On va en finale de conf. On gagnait beaucoup. Ouais. Et l'équipe tournait bien. Donc avec le recul, je t'aurais dit, bah, j'aurais pas choisi Boston. Mais quand ça vient, tu choisis pas. Tu as une offre NBA. Pour moi, c'était incroyable, donc j'ai dit oui tout de suite. Ouais, parce qu'au final, moi j'ai vu un peu ce qu'a vécu Gershon une saison et 2 saisons avant. C'est que Brad Stevens, on sentait qu'il vous laissait pas vraiment de temps de jeu, de confiance. T'as senti que voilà, c'était dur à gagner cette confiance de la part du coach des Celtics ou pas? Ouais, mais après j'en avais parlé avec lui, je comprenais quand l'équipe gagne et que les gars jouent bien. Mhm. Il y avait Daniel Tice qui faisait un très bon job, il y avait Enes Kanter derrière qui était quand même un vet avec des années. Donc c'est dur d'aller voir le coach et dire écoute, bah, fais-moi jouer, tu vois, Mhm. alors qu'on gagne, que tout se passe bien. Donc je lui en avais parlé, je lui ai dit, je comprends, tu vois. C'est pour ça qu'après, j'ai demandé mon trade, parce que je voyais pas d'occasion de jouer en continuant comme ça, tu vois. Il y avait déjà les joueurs qui étaient là, donc je voyais pas vraiment d'occasion. Ils avaient quoi de plus Tice les autres concurrents comme Kenter? Bah, Kenter, déjà, de par son vécu, quoi, ça Ouais. fait un moment qu'il est NBA. Donc les coachs le connaissent, ils savent ce qu'il apporte. C'est un très gros rebondeur, il a des bonnes mains, des très bonnes mains. Donc voilà. Ty, c'est quelqu'un de très mobile, un peu undersized, mais qui saute, voilà, qui a un bon timing de compte. Donc voilà, et puis je pense que les gars étaient là aussi avant, donc le coach savait de quoi il était capable. Mhm. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'adapter au début. Euh, et voilà, ben après, tu sais, ça va vite, hein. Une Ouais. fois que tu as trouvé ta rotation, le coach, c'est dur d'en sortir. Après Boston, tu files à Philadelphie. Tu te retrouves en concurrence avec des gars comme Joel Embiid, comme Dwight Howard. Tu es allé dans quel état d'esprit après Boston? Bon, je pense que là, c'était même pas de la concurrence. Ouais. C'était, voilà, Dwight et Joel. Bon, c'est dur de dire je vais les concurrencer, je vais prendre leur poste. Ce que je me disais, c'est que bah, Joel, il était souvent blessé. Dwight, il était plus tout jeune. Donc il y avait peut-être moyen sur plusieurs matchs, deux, Mhm. trois matchs d'affilée, en l'absence des deux, de gratter des minutes. Malheureusement, il y a eu le Covid. J'ai eu le Covid. Euh, et ils n'ont pas été blessés. Les gars ont pris soin d'eux. Donc moi, c'était bien pour l'équipe. Mais voilà, derrière, il n'y avait pas vraiment d'occasion de faire quoi que ce soit, à part du garbage time qui sert à rien. Après, je me suis dit, bah, c'est comme ça, tu vois, faut pas forcer. J'ai envie de jouer au basket, tu vois, je ne vais pas être en NBA pour être en NBA. Ça m'intéresse pas, j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de kiffer. Donc voilà, moi je m'étais donné 2 ans, de toute façon c'était le but dès le début. 2 ans pour réussir, et puis si ça ne réussit pas, on passe à autre chose, tu vois. C'était comment les entraînements avec Joel et Dwight? C'était compétitif. Ok. Euh, Voilà, personne n'aime perdre, surtout quand tu es le patron. T'as pas envie que les petits jeunes, les petits nouveaux, Mhm. ils truquent. Donc tu sentais que quand Joël il s'énerve, c'est instoppable déjà. Euh, Même quand il s'énerve pas, c'est compliqué. Et puis Dwight c'est voilà, c'est quelqu'un de costaud, donc Toujours à son âge, voilà. Et puis il saute, il Ouais. machin, donc voilà, il a son âge, il est en très bonne forme. Quand on regarde Philly, on voit plein de personnages avec pas mal d'ego. Tu as cité Joel, mais on peut penser aussi au manager, Doc Rivers, on peut penser aussi à Daryl Morey. C'est plein de personnages comme ça qui gravitent autour de cette franchise. Toi, tu penses quoi de cette équipe? C'est qui le patron? Il y a même Elton Brand qui est là aussi. Il y a un patron dans cette franchise ou pas?
On va passer à la question. Moi, la question, elle suit, hein. C'est le trade qui arrive, où tu te fais trade à New York. Tu t'attendais pas du tout à vivre ça après 10 matchs? Je me fais trade à New York. C'était la période de trade, on savait pas trop. Ok. Et puis j'ai Elton Brown qui m'appelle, et qui me dit ouais, on va te trade au Knicks, merci pour tout, etc. Tu vois. Donc j'ai dit ok. Je dis quoi d'autre. Ouais. Euh, T'étais voilà. Et en puis road trip après, quand ouais, tu on était l'apprends? à LA. Ok. On faisait un road trip. On était à LA et puis ouais, j'ai appris que j'ai été tradé, donc j'ai dit ok. Donc j'attendais et puis après j'ai eu mon agent qui m'a dit que ouais, avec les Knicks, il savait pas trop. Et dans la journée, je crois, ils ont dit qu'ils allaient me cut. Moi, je dis à mon agent, bah écoute, on va rentrer, hein. Et dans une interview, après, peu de temps après, tu réagis à ça et tu dis les mots on n'est pas de la marchandise, on reste des humains. Toi, c'est quelque chose qui t'a blessé, ce côté un peu business. Que tu bouges les joueurs, moi, je m'en fous. Enfin, c'est Ouais. le business de la NBA. Après, moi, ce que. Tiens, on est tous des humains, tu vois. Il n'y a pas un gars, c'est Dieu et les autres, c'est des merdes, tu vois. Mhm. Moi, le minimum, c'est que tu m'appelles. Tu m'appelles, tu me dis, voilà, trade. Tu me dis t'es nul, tu me dis t'es nul, tu vois. Mais je préfère que tu me dises la vérité plutôt que tu t'essayes de me brosser dans le sens du poil. Ah, il est gentil, il va être gentil, tu vois. Dis-moi la vérité, moi je m'en fous, tu vois pas. Mm. C'est mon job. Si tu me dis que je le fais pas bien, bah tant mieux. Comme ça, au moins, je sais comment le faire mieux. Parce que pendant la saison, Doc Rivers, il te dit jamais t'es bien, il te parle pas. Jamais. Caresse dans le sens du poil. Ok. Alors que moi, je demandais juste que quelqu'un me dise, écoute, t'es pas assez bon pour jouer à NBA, tu vois. Ou alors, ouais, on ne peut pas te faire jouer, ou alors, dis-moi le truc, tu vois. Tu peux pas laisser un gars pas jouer et pas lui expliquer. Mhm. Alors que le gars, il bosse, tu vois. Parce que bah, je bossais, j'étais là à la salle tout le temps. Enfin, voilà. Mais après, bon, c'est la NBA, hein, c'est comme ça. Mais du coup, la NBA, ça reste dans un coin de ta tête où tu te dis un jour peut-être, ou c'était vraiment une expérience comme Nando De Colo l'a vécu? Non, mais il faudra que ce soit à certaines conditions aussi. Ok. Maintenant, j'ai une famille. Donc, bouger aux États-Unis, c'est tout un truc. Paperasse et machin. Et puis, il faut tout déménager. Donc, c'est quelque chose d'assez relou à faire. Donc voilà, mais si un jour j'ai des possibilités NBA, j'étudierai ça. Ouais. Retourner en Espagne, pour toi, c'était déjà la meilleure option possible. C'était pas forcément l'Espagne, Ok. c'était retourner en Europe tout simplement. Donc on avait des touches avec les gros clubs européens. On était en discussion avec eux. Après, c'est vrai que c'était une situation un peu bizarre, il y avait le Covid. Euh, J'arrivais à un moment de la saison où tu peux pas jouer l'Euroleague. On a failli signer en France pour 3 mois. Mais c'est pareil, derrière, si tu te blesses, si tu tires un trait sur ton contrat à Madrid. Tu parlais de français, c'était Lasvel, c'était Monaco, c'était des Oh écuries comme non, ça? c'était Nanterre, Le Mans, Ok. voilà, des clubs. Pour reprendre du rythme et te faire Voilà, plaisir en c'était ça, France. pour reprendre du rythme, pour jouer, et pour intégrer l'équipe de France, quoi, pour faire les JO. Mais bon, après, Madrid, c'est s'est mis directement dessus, m'a proposé un contrat, donc derrière, on s'est mis d'accord. Il y en a plein des Français là qui sont en train de s'installer à Madrid. Je pense à Hurtel qui a fait une demi-saison en France. Il y a Bouzélé aussi. Tu as Fabien Causeur. Vous allez être quatre Ouais. Français à Madrid. Vous montez une équipe de France en fait. Ouais, non, mais c'est bien, parce que ça montre qu'il y a beaucoup de Français qui sont performants en Europe. Mhm. Et signer dans les grosses écuries comme ça, on commence à en avoir pas mal. Vous en avez parlé entre vous un peu de ce que vous allez pouvoir faire à Madrid à 4 Français? Ah bah déjà, on va faire un petit barbecue à la maison. Chez Entre, qui? bon, ça va être chez moi, je pense. Je suis pas le plus ancien, mais Fabien, il a un appart, donc ça va être compliqué. Mais je pense qu'on va faire à la maison. Je l'ai déjà prévenu qu'on ramenait toutes les familles, etc. et qu'on se ferait un truc entre Français. Comment tu l'as perçu, toi, ce côté institution dans un club mythique qui est 10 fois vainqueur de l'Euroleague? Bah déjà, moi, quand j'étais à Baskonia, à Madrid, c'était l'ennemi, quoi. Parce que on faisait que perdre contre eux. On a perdu 2 ou 3 finales. Enfin, j'avais la rage contre eux, tu vois. Et c'est vrai que quand on est allé jouer les finales assez bien, on est allé là-bas s'entraîner au camp d'entraînement. Ouais. On était là, waouh, c'est lourd, tu vois. Tu réalises que bon, c'est pas n'importe quoi. Il y a une différence entre la prépa NBA et la prépa de la Liga? Ça court plus ici. Ouais, Enfin, je pense qu'à Madrid. À Baskonia, ça courait de fou. ouais. En NBA, je trouve pas que ça galope plus. Tu sais, c'est beaucoup de jeux pour te remettre en rythme. Mais ici, les coachs aiment bien te faire courir sans ballon. On parle de l'équipe de France. En 2016, tu jouais en N1 au Centre fédéral. 3 ans après, en 2019, tu joues la Coupe du Monde. C'est allé super vite, non, l'équipe de France pour toi?
Bah, c'est allé super vite parce que déjà, la première année à Bussy, je suis sélectionné en U18, quoi. Pré-sélectionné en U18. Donc moi, je sais pas ce que c'est. Je vais là-bas, tout le monde se connaît, tout le monde sort des centres de formation, INSEP, Nanterre, Chalon, truc. Moi, je sors de Bussy-Saint-Georges, quoi. Je connais personne. On s'entraîne 2 fois par jour. Moi, j'ai l'habitude de m'entraîner 1 fois ou 2 par semaine. L'année d'après, je crois que je suis sélectionné en U20. Après, j'ai fait les A'. J'étais toujours dans les papiers. Je sais pas comment. Je peux avoir une bonne étoile, mais j'étais toujours dans les petits papiers à chaque fois. Bah, t'es sélectionné, t'es sélectionné. Donc l'équipe de France, j'ai commencé tard, mais en vrai, elle a toujours fait partie de la carrière, quoi. Ton rêve, c'était de jouer les Jeux Olympiques aussi. Ça a été à la hauteur de tes espérances, les JO. T'as vécu ça comment? Ouais, j'aurais aimé avoir plus de public, voilà, que ce soit un peu plus les JO, quoi. Là, c'était vraiment une bulle. Mais bon, vu qu'on a fini deuxième, je vais pas te dire que c'était foiré comme expérience, c'était plutôt cool. Franchement, il y avait une bonne vibe avec l'équipe, avec le village en général. Donc, ouais, j'ai vraiment kiffé. En 2019, vous étiez parti en mode Casa de Papel, tu te souviens? Vous aviez tous pris un nom de ville. Je crois que tu avais pris Dubaï. Vous étiez parti pour faire un braquage, quoi. Vous avez pris le bronze. Là, vous partez avec l'argent. C'était quoi l'état d'esprit du groupe avant de partir à Tokyo? En Chine, le coach avait fait un speech et il avait dit on est là pour faire un braquage. Donc on avait tous, c'était la période Casa des Papel, etc. Donc on avait tous mis ça et je sais plus qui avait fait les images et tout, donc on était parti dans le délire. Pour les Jeux Olympiques, il a dit, pareil speech, il dit je pense que le mot cette année c'est mission. Donc, voilà, sa réponse c'est mission, on était en mission. Raconte-moi ta première entrée aux Jeux Olympiques. C'est contre les États-Unis en plus. Premier match, tu rentres pas en première mi-temps. Deuxième mi-temps, par contre, direct, il te met dans le bain et tu joues une longue partie de cette deuxième mi-temps. Passe D pour Rudy, passe D pour Evan, un petit N1. Tu t'es senti à l'aise direct ou tu étais un peu nerveux? J'ai été le premier surpris parce que je sortais de 2 matchs de prépa un peu nuls. J'avais fait l'Espagne et le Japon. Ouais. Où je jouais moins de 5 minutes, où c'était vraiment pas bon. Donc je n'étais pas au meilleur de moi-même. Et je sais pas, on joue aux États-Unis, et puis tu sais, c'est premier match, c'est les États-Unis, t'es excité, etc. Et je m'attends même pas à rentrer parce que c'est Tim qui sort sur un saignement. Et il appelle mon nom. Tu regardes, sûr, il a dit mon nom là, parce que c'est Tim quand même, je vais pas rentrer ailier, quoi. C'est n'importe quoi. Et puis voilà, il me fait rentrer, et puis bah écoute, après, une fois que tu es sur le terrain, tout peut t'arriver, à toi de faire pour que ça se passe bien. Donc écoute, ça s'est bien passé, tant mieux. Voilà, avec Rudy, en plus, on se connaît bien, on travaille ensemble. Donc voilà, on a eu des bons automatismes, et ça s'est vu sur ce match-là. Et vous gagnez ce match contre les USA. Au final, tu fais 2 matchs contre les USA de suite, en Coupe du Monde et au JO, et vous les battez 2 fois de suite. C'était incroyable. C'est quoi le plus marquant pour toi, 2019 ou 2020? T1. C'était deux trucs différents, mais les deux sont kiffants. T'as pas préféré l'un ou l'autre? Les deux, t'as. Bah, le premier, j'ai pas joué. Ouais. En Chine, j'ai pas joué, Ouais. alors que celui-là, j'ai joué. Donc je vais te dire celui-là, tu vois. Il y a des déclats des Américains après le match où tu vois Popovic qui dit bah, nous on craint cette équipe de France. Et puis tu as d'autres déclarations, type Kevin Durant qui dit non, nous on reste supérieur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur tête ou ils gardent toujours cette confiance? Ah, je pense qu'on a gagné le premier match, ça leur a fait un peu mal, tu vois. Donc derrière, c'est vrai qu'ils gagnent tout, par 20, 30 points. Mais je pense que malgré ce qu'ils disent, durant le match, ça leur a fait douter 2, 3 fois, tu vois. On a eu des grosses séquences où on revient, etc. Voilà, après, ça reste les États-Unis, ça reste une très bonne équipe, mais on a vu que certaines équipes peuvent rivaliser avec elles, et notamment nous. Je pense qu'on a une très bonne équipe, et voilà, et on a encore des années devant nous. Comment justement tu peux l'améliorer cette équipe? Il y a des ajouts à faire, il y a des changements à faire. Bon, je pense pas à des ajouts, parce qu'on a montré qu'on était fort sur beaucoup de points de jeu. Après, on sait qu'il y a des futurs jeunes qui vont arriver en équipe de France, qui vont apporter des futurs first round. Voilà, on connaît leur nom, Victor. Et voilà, il y a d'autres jeunes derrière aussi qui vont venir. Donc, à voir comment on enclenche tout ça. On t'a vu à Nanterre avec un certain Victor Wembanyama, effectivement, avec Rudy Gobert avant la saison NBA l'an dernier. Parle-moi un peu de ce phénomène-là. C'est un joueur qui peut vraiment être incroyable. Après, il y en a eu des joueurs incroyables, mais maintenant, faut rester concentré, il faut prendre soin de son corps. Il y a plein de trucs qui font que
tout peut basculer du jour au lendemain. Un triste exemple, c'est celui de Jonathan Jan, qui était pareil dans le même optique de ouais, il va être incroyable, et puis malheureusement, la santé, etc. Tu vois, et je pense que s'il est bien encadré et qu'il fait bien les choses, ça va être incroyable. Ouais. Parce qu'il peut shooter, il se déplace bien, il est mobile, il est grand, il est très long. Euh, Merci beaucoup Vincent avec d'avoir plaisir. accepté cet entretien. On te souhaite vraiment le meilleur en Merci. Espagne avec Madrid et pourquoi pas ramener l'Euroleague, ça serait très cool. On ramène tout là, c'est bon, je suis chaud. Et puis vous, à la maison, bien sûr, n'hésitez pas à remercier Vincent et lui poser d'autres questions pour peut-être une autre interview un jour. Il dit non. N'hésitez pas aussi à vous abonner et le prochain interview arrivera très très vite sur la chaîne.